L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ministère public compte M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilawogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kegboro Kamara, M. Ibrahima Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilawogui, les partis civils, M. Ouri Baïloba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Ibrahima Baldé, venez s'il vous plaît. Vous pouvez nous dire à tout moment que vous êtes fatigué, vous voulez vous reposer, ou vous voulez vous asseoir. Bien, Monsieur le Président. Le ministère public a la parole pour la suite de ces questions. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, Monsieur Baldé, bonjour. Bonjour, Monsieur le Procureur. Vous allez bien? Dieu merci. Alors, on va poursuivre ce que nous avions débuté la semaine dernière, Oui. c'est-à-dire les questions suite à votre récit. Bien. Alors, en prélude du meeting des forces vives du 28 septembre 2009, Oui. de quelle autorité aviez-vous reçu les ordres initiaux qui vous ont permis d'établir les ordres opérationnels? Monsieur le Procureur, comme je l'ai expliqué ici, le 27, nous avons reçu des ordres que nous-mêmes nous avons transformés à notre niveau en ordre. C'est-à-dire que compte tenu de l'urgence de la situation, nous n'étions pas en contact avec le ministre de l'administration du territoire, encore moins de gouverneurs ou des maires des 5 communes de Conakry. J'allais même dire des 2 maires de Dubreka et de Koya. Puisque nous sommes chargés traditionnellement de faire le maintien d'ordre, il a été demandé à ce que nous nous déployions sur le terrain. Et nous n'étions pas en contact avec ces autorités administratives et locales, comme je le disais tout à l'heure. Nous étions tenus de prendre en nous-mêmes pour, n'est-ce pas, transformer ces instructions en ordre de commandement de déploiement sur le terrain. Nous avons pris en nous-mêmes. Parce que traditionnellement, on dit, lorsque le gendarme voit le feu allumé, il doit aussitôt chercher à intervenir et après rendre compte à qui de droit, selon qu'il s'agisse des troubles à l'ordre public ou d'une scène de crime. Je ne parle pas des instructions que vous avez reçues. Oui.
Les ordres initiaux dont je parle, vous Oui. êtes haut officier de la gendarmerie, vous le Oui. savez, ce sont des documents généralement qu'on établit, qui ont des incidences financières parfois, parce que ce sont ces ordres initiaux qu'on envoie au ministère des Finances pour décaisser l'argent, pour permettre la planification, enfin pour permettre la prise en charge en carburant et tout ce qui s'ensuit. Oui. Ces ordres initiaux-là, qui les avait établis en prélude du meeting du 28 septembre 2009? Non, là, je n'en sais pas parce que je n'ai reçu aucun moyen spécifique, particulier de quelque autorité que ce soit. Les véhicules qu'on venait d'obtenir étaient mensuellement dotés de carburant. Et moi-même, j'avais ouvert, n'est-ce pas, au niveau du garage de la gendarmerie à Somfonia, un atelier pour la maintenance des véhicules. A priori, il s'agissait simplement de carburer ces véhicules et de faire le suivi opérationnel avec. Mais il n'y a pas eu spécifiquement des moyens déployés qu'on a mis à notre disposition pour pouvoir faire cette mission. Vous voulez faire comprendre au tribunal que les ordres opérationnels que vous avez établis étaient basés uniquement sur les instructions que vous avez reçues, c'est ça? Non, premièrement, comme je vous l'ai dit, c'est une mission traditionnelle. Pendant que je suis là en tant qu'officier de gendarmerie, je sors d'ici, je vois que des pneus sont brûlés, je dois aussi tout signaler. On ne peut pas attendre que le maire appelle, machin, pour venir chercher à éteindre le feu, monsieur le procureur. Donc, ça, c'est standard. Maintenant, deuxièmement, puisque l'état-major de la gendarmerie relevait du chef d'état-major général des armées, il a dit, gendarmerie, police, vous faites le maintien de l'ordre et les autres unités, vous demeurez casernés. C'est en cela que nous nous sommes sentis responsables de mettre en œuvre des actions opérationnelles tendant à dissiper la situation qui était déjà, qui pointait déjà à l'horizon. Vous l'aviez fait sur moyens propres ou bien vous avez reçu des moyens de l'État pour permettre à planifier les différentes unités que vous avez mises en place? Ce jour, exceptionnellement, n'ont pas reçu de moyens propres. Très bien. Moi, personnellement, pas de moyens propres. On a utilisé, comme je vous l'ai dit, les moyens qui font fonctionner la gendarmerie. Nous avons un officier chargé du carburant au quotidien. Chaque jour, c'est lui qui débourse pour les unités opérationnelles. Alors, le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre sont de manière classique des fonctions qui sont dévolues à la police et à la gendarmerie nationale. Oui, monsieur le procureur. Est-ce que le maintien de l'ordre ou le rétablissement de l'ordre faisait partie des prérogatives du secrétariat d'État chargé de la lutte contre le grand banditisme, du crime organisé et des services spéciaux? Bon, je ne vais pas vous répondre à cette question. C'est un département ministériel au sein d'un gouvernement de la République. Je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que traditionnellement, la police et la gendarmerie sont les organes de maintien de l'ordre public. La police au premier échelon et la gendarmerie au second échelon. La semaine dernière, vous aviez dit que le service anti-drogue ne relevait pas de votre autorité. Oui. Ma question cette fois-ci est de savoir Oui. si ce service-là est bien habilité pour le maintien ou le rétablissement de l'ordre. De façon générale, non. Généralement. C'est-à-dire un département ministériel pour le maintien de l'ordre public, non. Voilà. Alors, comme tel, Oui. est-ce que la présence de M. Moussa Kebro Kamara et des hommes qui l'accompagnaient se justifiait au stade du 28 septembre, ce même 28 septembre 2009? Est-ce que sa présence, lui et ses hommes, se justifiaient là? Non, monsieur le procureur, je ne peux pas vous donner une réponse a priori par rapport à ça. Soyez logique, M. Je Baldé. suis très logique. Vous avez dit, J'ai répondu à votre question qui tendait à savoir est-ce qu'il y a d'autres structures dans l'administration publique ou dans les forces publiques en charge du maintien d'ordre, est-ce qu'il y a
possibilité qu'un département y soit mêlé. J'ai dit non. Mais maintenant, la motivation du département, ça, moi, je ne peux pas... Parce que j'étais très sincèrement... Hein, Je pose la question oui, en tenant compte de quelques éléments. oui, Le meeting oui, au stade du 28 septembre oui, rassemblait rien que les forces vives de la nation. oui, On n'a pas parlé de grands bandits, on n'a pas Oui. parlé de narcotrafiquants, oui, on n'a pas parlé de grands criminels. oui. Est-ce que la présence du service habilité à rechercher les infractions de ce genre se justifiait là-bas ce jour? J'ai déjà répondu à ça, monsieur le procureur. Je vous dis, traditionnellement, non. Bien. Mais par rapport à un ministre de la République, moi, je ne peux pas répondre à sa place. Hein. Il y a un accusé dans le box, M. Mamadou Aliou Keita, qui est gendarme. Vous le connaissez? Oui, je connais Mamadou Aliou Keita. Il a été un de mes gardes du corps, monsieur le procureur. D'accord. Qu'est-ce que vous connaissez de lui? En 2 mots. Monsieur le Président, c'est... Décidément, je vais donner des appréciations à tout le monde ici. Vous n'êtes pas tenu. C'était juste Vous n'êtes pas tenu ici. Pour moi, c'était un garde-corps. Bien. Après, qui s'est retrouvé à l'escadron numéro 1 comme étant, je crois, FLG ou quelque chose comme ça. D'accord. Il était trop bas par rapport à moi. Une dernière question qui ne va pas toucher le 3 décembre. Le président nous a demandé de ne pas en parler, on n'en parlera pas. Mais lors des explications, lors de l'interrogatoire de M. Abakar Diakité, alias Toumba, il a eu à déclarer ici qu'on voulait lui faire porter le chapeau des événements du 28 septembre. Et que, ce faisant, on a arrêté 2 de ces éléments qu'on avait conduits à une unité de gendarmerie. Vous étiez informé de ça? PM3, exactement. Bon, c'est juste, ce n'était pas 2 personnes. D'accord. Mais je ne peux pas donner plus de détails parce que c'est une procédure qui est déjà ouverte. Moi-même, j'ai été, monsieur le Président, j'ai été entendu par un doyen des juges à Mafanko. Je crois que c'était le doyen des juges Yansané. À cet effet, pour moi, cette affaire est pendante à la justice. Si nous l'expliquons ici, le jour que... Je ne parle pas des événements du 3 décembre, M. Baldi. Il y avait plus de 2 personnes. Ce n'était pas 2 personnes. D'accord. Monsieur le Président, j'en ai fini. Je vous remercie. La défense. La défense pour la question. Monsieur le Président, honorable assesseur, avec votre permission, je vais poser des questions au général Baldé. Bonjour mon général. Bonjour maître. Je ne vais pas avoir beaucoup de questions pour vous, mais je vais quand même poser quelques-unes pour certaines précisions. Bien maître. Vous savez, dans cette affaire, monsieur le procureur de la République a écrit à certaines entités pour avoir quelques informations. Il a surtout écrit au colonel, il me semble, le colonel Aguibou, qui était en réalité le responsable au directeur de l'école de la gendarmerie de Kalea, qui a plutôt fourni un document
intitulé « Chronologie des directeurs de l'école de la gendarmerie de Kalea ». Oui. Et le but, en réalité, était de créer un lien, et c'est en cela que mes questions vont être posées, entre le colonel Blaise Lama et le président Dadis. À l'époque des faits, vous étiez le chef d'état-major général des armées. Non, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, c'est bien cela? Oui, à l'époque des faits, j'étais chef d'état-major de la gendarmerie nationale. C'est parfait. Avant vous, qui étiez chef d'état-major général de la gendarmerie? Je suis venu remplacer le général de division Jacques Touré, paix à son âme. Le général de division Jacques Touré. Ok. Est-ce que dans ce document, il est noté que le colonel Blaise Lama était le directeur du centre de Kalea entre 2009 et 2010? Colonel Blaise? Colonel Blaise Lama, qu'il était le directeur du centre de Kalea entre 2009 et 2010. Ce document, il est produit. Je parle du colonel Bienvenu Lama. Hein? Je parle du colonel Bienvenu Lama. Ah voilà, bienvenue. Bienvenu Lama. À ce que je sache, Bienvenu n'a pas été directeur de l'école de Kalea. Je sais. À ce que moi je sache. Et vous savez, j'ai une note signée par vous-même. À l'époque, vous étiez chef d'escadron Ibrahima Baldé. Oui, à ma nomination, j'étais chef d'escadron. Cette note date de janvier 2009. Alors, par cette note, vous avez désigné le lieutenant Bienvenu Lama, matricule 19044-G, actuellement instructeur à l'école nationale de gendarmerie de Kalea, à l'effet d'aller pour un stage. Est-ce que c'est bien vous? Oui, quand je suis arrivé, Bienvenu était instructeur à l'école de gendarmerie. C'est parfait. Est-ce que vous saviez que Bienvenu, il a été nommé, nous l'avons démontré ici quand on interrogeait le président Dadis, par le chef d'état-major, de la gendarmerie, Jacques Touré, au mois de juin 2009, plusieurs mois avant la prise du pouvoir. En qualité d'instructeur, oui. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que dans ces conditions-là, sur ce point-là, on peut créer un lien entre le colonel Blaise et le président Dadis en raison de ses fonctions à Kalea? Ah, vous avez répété, maître colonel Blaise. Je parle du colonel Bienvenu Lama. Comprenez-moi, le colonel Blaise est là, c'est pour ça que je me trompe. Le colonel Bienvenu Lama. De quelle relation vous parlez? Relation? S'il a été nommé en juin 2009 par le chef d'état-major de la gendarmerie Jacques Touré que vous avez remplacé, Oui. en juin, Oui. et sachant que la prise du pouvoir a été faite en décembre 2029, est-ce qu'on peut lier sa nomination au président Dadis? Non, si on veut lier la nomination de Bienvenu au président Dadis, il faut sortir l'acte. Je suis content.
Cet acte ne peut exister et on a déjà produit des heures dans le dossier qui indique qu'il a été nommé par Jacques Touré. Alors, mais par rapport à vous-même, quand vous l'avez désigné pour le stage, est-ce qu'il a effectivement accompli ce stage-là? Oui, affirmatif. Est-ce qu'il pouvait être en stage désigné par vous et être en même temps directeur de Caléa? Non, je vous dis que Bienvenu n'a pas été directeur de Caléa sous ma main. Sincèrement, je ne veux même pas trop... J'ai fait l'histoire ou l'historique de l'affaire de Caléa. Les gens ont souvent fait l'amalgame entre les recrues qui y étaient lorsque j'ai vidé le centre pour composer les 10 escadrons et la reprise de l'école par les forces armées, notamment le ministère de la Défense. À partir de là, si peut-être les gens ont l'habitude de voir certains à Caléa, ils disent que non, Paul ou Pierre étaient à Caléa, moi je pense que dès lors que j'ai vidé le centre, dès lors que tous les membres qui étaient à l'intérieur, instructeurs et machins, ont été demandés de retourner dans leur unité, je ne crois pas qu'il y a lieu de penser que quelqu'un est directeur du centre. Officiellement, le directeur du centre que j'ai nommé, c'est l'actuel colonel Djeli Siduman Kouyaté. C'est bon que je vous donne quand même ces petites informations. Le premier directeur de cette école, c'est le colonel Maman Salou Diallo, lorsque j'étais en Haïti. Quand je suis arrivé, compte tenu de tout ce que j'ai vu à l'école de Caléa, puisqu'il y avait les deux écoles, Somfonia et Caléa, propriété, machin, j'ai dit que je faisais monter le colonel Salou Baldé comme chargé de la division formation et son adjoint, qui était le colonel, à l'époque capitaine, Djeli Siduman Kouyaté, comme, comment on appelle ça, directeur de l'école. Mais à peine Djeli Siduman Kouyaté a été nommé, il y a eu une bourse qui l'amenait au Maroc comme chef d'état-major, plutôt pour le diplôme d'état-major. Et on est resté dans ça. On a retiré l'école. Même lorsqu'il est revenu, je lui ai dit, ah, cette école est maintenant occupée. Il faut que tu restes à côté de nous. Mais entre-temps, je crois un jour, il s'est hasardé à aller rencontrer, à l'époque, le chef d'état-major général des armées, le général Thiam, paix à son âme. Il sait comment il m'a retrouvé à mon bureau par rapport à ça. Merci, général. Vous savez pourquoi je veux que vous en parlez publiquement, malgré les actes? Oui. Parce que cette audience est publique. Il faut que tout le monde comprenne. Donc, au moins avec vous, on peut déduire que le colonel Bienvenu Lama n'a jamais été directeur de Caléa à votre temps, contrairement à l'acte fait par colonel Tal Adibou à la demande du procureur. Bon, je ne sais pas, il fallait plutôt me demander que de demander Tal. Tal a été le dernier directeur de l'école à l'occasion de l'arrivée du CNRD. Ça, il a été l'un des tout premiers à être nommé. Donc le premier du commandement du général Bala au niveau de Caléa. Je ne sais pas de quoi il s'est fondé par rapport à ça, mais... Je vous remercie parce qu'au moins grâce à vous, ce tribunal comprendra que l'on ne peut créer aucun lien entre le président Dadis et le colonel Bienvenu Lama et que le document produit par le parquet doit carrément, on ne peut pas prendre ça en compte. Alors, pour d'ailleurs confirmer ce que vous dites, parce que vous êtes témoin, l'une de vos obligations c'est d'être sincère. Voici le diplôme obtenu par le colonel Bienvenu Lama à la suite de ce stage. Je vous remercie. On va évoluer. En général,
est-ce que vous confirmez que le chef d'état-major général des armées a répercuté effectivement à votre niveau les instructions reçues par le président Dadis, selon lesquelles l'armée devrait rester consignée? Je suis mordicus dessus. Parfait. Ces ordres étaient tout simplement verbaux, non? Non, c'était une réunion qui a débouché sur les instructions. Est-ce que ça voudrait dire au moins que dans la vie militaire, il est possible que le supérieur donne uniquement des instructions verbales à ses subordonnés? Dans l'armée? Oui. Oui. Est-ce que c'est bon de revenir là-dessus et d'expliquer que cela est possible et qu'en matière, dans le cadre militaire, ce ne sont pas forcément des actes écrits qui comptent? Bon, les actes écrits sont les meilleurs. Il y a une matière dans l'armée qu'on appelle les écrits de service. Les écrits de service. Les écrits de service. Oui. Ça veut dire que pour toute activité administrative et même opérationnelle, il faut nécessairement les traduire en écrit. Première raison pour un meilleur entendement des instructions du chef. Parce que opération n'est pas égal à opération. Mais lorsque le chef lui-même il décrit l'opération dont il s'agit, je pense que c'est la meilleure façon pour faire adhérer, n'est-ce pas, les subordonnés et pour que la mission puisse réussir. Deuxièmement, c'est aussi les archives. L'administration, c'est la continuité. Les archives. Donc ça, c'est le meilleur modèle. Mais, dans l'armée, le chef peut prendre des initiatives en termes d'instruction, il les transforme en décisions et il les transmet aux subordonnés qui va les mettre en application. C'est parfait. Mon général, vous avez parlé ici qu'avant que vous soyez nommé chef d'état-major de la gendarmerie, le constat était qu'il y avait un réel manque de moyens. Est-ce que vous confirmez? Oui, maître. Parfait. Vous avez aussi déclaré ici qu'avant vous, la gendarmerie relevait directement du chef d'état-major. Est-ce que c'est bien cela? Général des armées. Oui, du chef d'état-major général des armées. C'est parfait. Est-ce que ça voudrait dire alors qu'en parlant des gendarmes, plutôt en parlant des militaires, on les confondait aussi aux gendarmes à ce moment-là? Non, c'est pas évident de confondre le gendarme en activité aux militaires. Mais il relevait de la même autorité hiérarchique. C'est ce qui a fait l'objet effectivement de la réforme. C'est justement de cette réforme-là que je voudrais que nous en parlions. Okay. Et heureusement que vous me dévancez. Okay. Alors, vous étiez... Est-ce que vous pouvez expliquer au moins à ce tribunal les réformes faites sous la direction du président Dadis pour qualifier l'armée guinéenne pendant que vous étiez son chef d'état-major de la gendarmerie? Bon, je reviens d'abord sur la subordination. Oui. Il y avait deux échelons de commandement entre le président Dadis et moi. Le premier échelon, c'est le chef d'état-major général des armées. Et le deuxième échelon, c'est le ministre de la Défense. C'est-à-dire, entre le président et moi, c'est comme entre la poule et son poussin. Je ne peux pas me lever comme ça pour dire, bon, je viens. Non. Je vais d'abord vers, si c'est des idées ou des instructions que lui peut donner, je vais d'abord vers le chef d'état-major général des armées, qui certainement ne peut pas directement prendre une décision.
il me fait monter vers le ministre de la Défense. Des fois, à ce niveau, le ministre dit, bon, c'est compris, vous pouvez partir. 2, 3 jours après, on reçoit des instructions de oui ou de non. Mais, à son actif, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des autorités à l'époque de façon générale. Lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé une gendarmerie à plat. Je ne veux pas revenir sur ces détails. Les 40 premiers pick-up que nous avions reçus sont venus de ces bons soins. En plus de beaucoup d'autres promesses qu'on avait reçues, malheureusement, qui n'ont pas été, n'est-ce pas, satisfaites à cause des événements du 28 septembre qui sont venus tout arrêter. Mais la réforme, on l'avait déjà engagée. J'ai dit ici devant M. le Président que 33 escadrons pour l'ensemble du territoire pendant la Première République, la Deuxième République, d'ailleurs les 3 escadrons ont été créés en 92 par la Deuxième République. Jusqu'à mon arrivée, en moins de 5 mois, nous avons mis en place 10 escadrons. Et avant que je ne quitte, je ne voulais pas en parler, puisque ce sont des réformes, tout ça s'est passé sous ma main, j'ai laissé 24 escadrons. Quel était le but visé en faisant toutes ces réformes? Le but? Le but. Quel était le but visé? Qu'est-ce que le président Dadis voulait? Non, c'était une gendarmerie républicaine. C'était une gendarmerie républicaine, n'est-ce pas? Bien formée et bien entraînée. Alors pour vous, qu'est-ce qu'une gendarmerie républicaine? Une gendarmerie républicaine est une gendarmerie, d'abord dont les éléments, je vais aller terre à terre, hein, je ne peux pas utiliser trop de mots, dont les éléments ont été recrutés dans les normes requises, formés, entraînés dans les normes requises et obéissantes, n'est-ce pas, aux lois et aux règlements en vigueur sur le territoire national. C'est parfait. Pensez-vous qu'en 11 mois, 10 jours, on peut parfaire toute une armée? Non, pour les normes standards, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Est-ce que vous pensez que le président Dadis pouvait parfaire l'armée guinéenne pendant le laps de temps passé à la tête du pays? La gendarmerie, oui. Je ne vais pas apprécier les autres parce que chacun va passer ici. La gendarmerie, oui. Oui. Il vous a apporté ce qu'il pouvait apporter. Oui, ce qu'il pouvait apporter. Vous ne voulez pas parler des autres, pourquoi? Parce que vous êtes gendarme, vous vous contentez uniquement de cela? Non, je me dis, si je parle de l'armée de terre ou de la marine, le jour que le chef d'état-major de l'armée de terre va venir, vous allez lui poser la même question, il va dire, le général Baldé vous a répondu. Je suis d'accord avec vous. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, revenons sur la pyramide décrite tout à l'heure. Vous avez dit quand le président et vous, il y avait 2 niveaux de commandement qui vous séparaient. Ce qui fait que pour remonter des informations au président, il fallait passer par le chef d'état-major, général des armées, et lui passer par le ministre de la Défense. C'est bien cela? Oui. D'accord. Est-ce que le jour du 28 septembre, les activités ou la sécurité ou le maintien de l'ordre fait par les gendarmes, est-ce que vous avez remonté l'information au chef d'état-major général? Bon, je crois que vous n'étiez pas là. Quand j'ai fait donner ma version des faits, j'ai été clair. Entre le chef d'état-major général des armées et nous, c'est lui qui appelle. Surtout lorsqu'il y a des situations de crise. Tout le monde veut parler avec lui. Et finalement, on va le rendre fou. Donc, c'est lui qui ouvre des couloirs pour chacun d'entre nous à pouvoir lui donner des informations liées à la gestion de chacun.
Donc moi, il m'appelait chaque fois, chaque 1 heure. Mais moi, je ne contrôlais pas l'heure en ce moment. C'est quand je vois son appel, il dit, ah, lui, il est trop précis pour avoir des informations. Je le dis à mon fort intérieur. Donc, c'est comme ça, jusque dans la soirée, quand ça a tourné autrement, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il était au courant. C'est parfait. Ça veut dire que vous, ce que vous aviez à faire ce jour-là, comme devoir, vous l'avez exécuté vis-à-vis du chef d'état-major général des armées. C'est bien cela? Vis-à-vis même de la République. Vis-à-vis de la République. Oui. Merci. Alors, est-ce que vous avez écouté le chef d'état-major général des armées? 2 choses. Il a dit ici que lui, il est allé rendre compte au président Dadis, mais vu l'état dans lequel il se trouvait, il ne l'a pas fait. Il s'est abstenu. Ce qui signifie qu'il n'a pas remonté l'information au président Dadis. Est-ce que dans ces conditions, les informations qui pouvaient aller à l'entendement du président Dadis, qui venaient de vous, est-ce que si lui, il dit qu'il n'a pas pu rendre compte au président Dadis, le président Dadis ne dit pas la vérité quand il dit qu'il ne savait rien? Maître, le chef d'état-major général des armées était mon chef à l'époque des faits. Je n'ai pas d'appréciation à dire à faire sur ce qu'il a dit. Je ne vous demande pas d'apprécier. Oui. Moi, je parle d'une logique. Ce procès est très important. Oui. Et votre passage est important pour la manifestation de la vérité. Oui. Moi, je suis avec une logique concernant mon client, Oui. le président Dadis. Oui. Alors, vous êtes chef d'état-major Oui. de la gendarmerie. Oui. Ça veut dire que vous recevez des informations venant de vos subordonnés, donc Oui. de la gendarmerie ou des gendarmes. Oui. Ça, au moins, on est d'accord. C'est clair. Et vous n'êtes pas au plus haut niveau de la hiérarchie. Oui. Le plus haut niveau de la hiérarchie, le chef d'état-major général des armées Oui. est là. Oui. Vous lui transmettez la même information. Oui. Mais lui, il dit publiquement ici qu'il n'a pas pu transmettre cela au président Dadis. Oui. Moi, je vous demande, vous, qui êtes observateur, comme vous le dites, hein, Oui. est-ce que dans ces conditions, quand le président Dadis dit, parce que lui, celui qui était son oreille et ses yeux par rapport à vous, c'était bien le chef d'état-major général des armées. Oui. Mais si le chef d'état-major général des armées dit qu'il n'a pas pu rendre compte au président Dadis, est-ce que le président Dadis ne dit pas la vérité s'il dit qu'il ne savait rien? Bon, à ce niveau, je peux dire oui. On va inverser la courbe. C'est-à-dire, vous dites que pour aller au président, il faut les deux. Est-ce que pour que le président vous atteigne, je mets ça entre griffes, il fallait également passer par le chef d'état-major? Pour vous? C'est à moi. Oui. Non, le président ne pourra pas me donner directement des ordres. Ça va être une salade mal heureux. saucée. Je suis heureux. Est-ce que ce n'est d'ailleurs pas pour cela que pour vous transmettre l'ordre, les instructions, de jouer votre rôle de maintien d'ordre à la gendarmerie, il a préféré passer par le chef d'état-major général des armées, au lieu de vous le répercuter directement? Certain, c'est la pratique. Est-ce que dans ces conditions ici, quelqu'un, une partie à ce procès, peut valablement démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, que le président Dadis avait les informations venant même de commandants d'unité? Parce qu'on parle de certains camps, qu'il a nommé tel dans tel camp, et que ces gens-là agissaient en son nom et pour son compte. Est-ce que ces personnes pouvaient vous court-circuiter et agir directement devant le président Dadis, alors que lui-même, premier responsable, pour venir à vous, a l'obligation de respecter la hiérarchie? Est-ce que cela
n'est pas une contre-vérité qu'on veut faire comprendre à ce tribunal ici. Maître, moi, je m'occupais juste de la gendarmerie dans cette affaire. Je parle uniquement de la gendarmerie. Ouais. Je ne généralise pas. Croyez-moi, Ouais. je ne généralise pas. Ouais. Mais je sais que cette chaîne-là est importante pour expliquer les autres chaînes. C'est pour ça que je vais insister là-dessus. Ok. Pour que vous aidiez ce tribunal. Ouais. Est-ce qu'il est possible pour un gendarme, fût-il le poste occupé, il était possible de s'adresser au président Dadis en dehors de vous et vous en dehors du chef d'état-major? Non, sauf si je ne suis pas au courant. Si je suis au courant, je le sanctionne. Est-ce que vous en aviez su après, alors que vous n'aviez pas été au courant et que vous avez court-circuité? Non, pas du tout. Non. Personne ne pouvait s'adresser à un président Vous êtes, sous mon commandement. C'est pas possible. vous êtes catégorique. C'est des interdits. Des interdits. Oui. Alors, dites-moi, au niveau de la gendarmerie, s'il y a des interdits, ou si des gendarmes se rendent responsables d'interdits, qui doit les sanctionner en premier lieu? Ça dépendra du type de faute ou d'erreur. Ça dépend. Expliquez-nous alors, puisque vous, quels sont alors les types de fautes pouvant Non, être commises par les gendarmes? il y a des fautes qui sont d'ordre disciplinaire, des fois par ignorance, ou par, disons, par erreur, comme les littéraires le disent, par inattention. Ça, c'est d'ordre disciplinaire. Maintenant, si vous commettez une faute dans le sens que la faute soit considérée comme une infraction pénale, là, vous répondez aussi devant le magistrat. C'est parfait. Alors, on va laisser de côté les infractions, OK. c'est-à-dire les fautes commises dans le cadre pénal, qui sont du ressort des juridictions. OK. On va uniquement parler des fautes pouvant relever de vous. Au sein d'une unité d'escadron, si un gendarme commet une faute, qui a la possibilité de sanctionner? Je reviens encore pour dire que ça dépend de la faute. Il y a des fautes que le gendarme, dans son unité élémentaire, commet. Lorsqu'il commet cette faute-là, c'est son commandant d'unité qui le sanctionne. Mais ça peut dépasser, la faute peut dépasser le niveau de sanction de son commandant d'unité. Ça remonte à l'échelon supérieur jusqu'au premier responsable de la gendarmerie. Jusqu'au premier responsable de la gendarmerie, Voilà. qui était donc vous, Oui. dans votre cas, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'en dehors des fautes pénales, je ne veux pas qu'on en parle, Oui. toutes les fautes disciplinaires Oui. sont sanctionnées au plus haut niveau par vous? Oui, à mon niveau, c'est la suspension. C'est la suspension. Oui, Vous avez, vous, la possibilité de suspendre, n'est-ce pas? naturellement. Mais Est-ce- tout en... Est-ce qu'il appartient à un président de la République de suspendre un gendarme qui commettrait une faute disciplinaire? Je ne vois pas la liaison Si, pour entre moi, un gendarme qui est dans une unité opérationnelle oui. et le chef de l'État. Je ne vois pas la liaison. Est-ce que vous savez pourquoi le président Dadis est là? L'une des raisons, on veut faire comprendre qu'il n'a pas pris les actes qu'il devrait poser après la commission de ce qui est lié aux événements du 28 septembre. On va même jusqu'à dire qu'il n'a pas voulu sanctionner. Est-ce qu'il est dans le ressort d'un président de la République? Je veux gagner un temps par rapport à des fautes disciplinaires, de sanctionner alors que le supérieur hiérarchique, dans le cas de la gendarmerie, était vous. Maître, excusez-moi, mais entre un gendarme qui évolue d'abord dans un groupe, le groupe évolue dans un peloton, le peloton évolue dans un escadron,
L'escadron évolue dans un groupement. Le groupement évolue dans la région. Et à la région de transmettre au premier chef, il n'y a pas de relation. Le chef de l'État, peut-être ce qu'il peut faire, c'est de radier lorsque c'est un officier. Si ce n'est pas un officier, c'est au ministre de radier la personne. Alors, je suis très heureux. Et est-ce que le chef de l'État, je parle toujours de son cas, pouvait radier en dehors de rapports déposés par les différents chefs? Non, par le ministre. Oui, par le ministre. Est-ce Non. que c'est possible? Régulièrement, ce n'est pas possible. Administrativement, Ce impossible. n'est pas, c'est impossible. Non, c'est Est-ce pas qu'on peut possible. déduire quand même ici qu'il n'était même pas possible, alors même qu'il n'a pas reçu des éléments permettant de radier ou de suspendre un gendarme, que cela n'était pas possible pour le président? Maître, un chef d'État ne peut pas radier si la radiation n'est pas partie à la base, de la base. Je suis Ça remonte jusqu'à son niveau pour qu'il radie. d'accord. Et ça va d'acte en acte, jusqu'à l'avant-dernier acte qui est signé et cacheté par le ministre de la Défense. D'accord. Ça veut dire au moins que il faut qu'on prouve devant ce tribunal-là les actes déposés au président Dadis par les différents chefs militaires pouvant lui permettre de sanctionner ou de suspendre ou de radier tel ou tel officier. On va passer. Mon général, Oui, maître. une question très banale. Vous êtes gendarme. Je peux continuer, Monsieur le Président? Allez-y. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il est possible pour un gendarme d'avoir un garde du corps? Oui. Il ne fonctionne plus. Hein. Allez-y, essayez. Ok, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Alors, est-ce qu'il est possible pour un gendarme, c'est banal, d'avoir un garde du corps militaire béret rouge? Ou vous, personnellement, en tant que premier responsable de la gendarmerie nationale, est-ce qu'il était possible pour vous, bien que gendarme, d'avoir un garde du corps militaire qui porte un béret rouge? Moi, mes gendarmes étaient suffisamment formés pour me sécuriser. Et moi, je ne peux pas le faire. Est-ce qu'il est possible? Est-ce que c'est une interdiction dans l'armée? Est-ce qu'il est possible? Je ne dis pas vous. Reprenez, maître, cette question-là. Alors je reprends. Est-ce qu'il est possible pour un gendarme Oui, ou même un ministre oui. d'avoir un garde du corps, s'il est gendarme, d'avoir un garde du corps béret rouge?
Allez-y. C'est une question qui me semble être compliquée parce que le gendarme lui-même, il est garde-corps. Je suis arrêté là, je vois auprès des magistrats ici que des gendarmes qui les sécurisent. Le gendarme est formé pour sécuriser les citoyens et ses biens, pour sécuriser les institutions de la République. Dire que est-ce qu'un gendarme peut se faire garder par un béret rouge? Franchement, je n'en sais pas. Est-ce que c'est possible, mon général? Il a répondu. Monsieur le Président, merci. Pour le moment. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Mon général, Oui, maître. selon vous, quelle serait la troupe qui se serait rendue au stade à ce jour du 28 septembre? Reprenez, s'il vous plaît. Je dis selon vous, Oui, en tant que chef d'état-major oui, de la gendarmerie, oui, avec les informations que vous avez reçues sur les massacres, oui. selon vous, quelle serait la troupe de l'armée guinéenne qui se serait rendue ce jour au stade du 28 septembre? Non, moi, je ne les ai pas vus. Je ne peux pas deviner. Il y a eu des massacres pourtant, Bien sûr. selon vous. Ce n'est pas une troupe de l'armée qui a fait? Je vais mettre en tant que chef militaire, notamment de la gendarmerie, je répondrai très sincèrement les questions d'en face, les questions qui me concernent directement. Les illusions et les imaginations ne sont pas de ma personne. Quand je vois, je dis oui, c'est elle qui a fait tel, 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 tel. Je me méfie beaucoup de dire j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Moi, je n'ai pas vu les gens qui sont partis au stade. Je ne peux réellement pas, comment j'appelle ça, les indexer. Très bien. Donc, selon vous, est-ce que l'une des personnes des 11 accusés qui sont dans le box ici présent, Oui? est-ce que vous pensez qu'il y a une de ces personnes qui est responsable de ces actes? Non, je ne sais pas, maître. Est-ce que, à ce jour, comment vous pouvez expliquer l'attitude de vos unités à remplir leur mission? Comment vous expliquez cela, vos unités? Encore une fois, vous demandez comment mes unités, Comment vous pouvez expliquer l'attitude de vos unités ce jour-là face aux événements? non, préciser l'attitude. Simplement, quelle était l'attitude de vos unités? L'attitude de l'unité, Oui, de vos unités ce jour. c'était des unités républicaines déployées sur le terrain pour le maintien de l'ordre. Monsieur le Président, je peux continuer. Maître, je vois, attendez. Je n'ai pas je compris. vois aussi comme vous. Donc attendez, patientez-vous. D'accord, mon Président. L'audience est suspendue.